Aujourd'hui, un épisode qui me tient tout particulièrement à cœur. Alors oui, c'est un sujet assez connu chez les gens comme moi, c'est-à-dire les gens qui sont mus chaque matin par une haine du roast beef, mais bon, je me devais quand même d'en faire une vidéo. Le sujet est simple, net, précis. Je vais vous expliquer pourquoi et comment la fistule anale de Louis XIV est à l'origine de l'hymne anglais, le fameux God Save the Queen. Car oui, comme l'a très bien souligné la marquise de Créqui, l'hymne anglais sort d'un anus et ça n'a rien de surprenant. Ouais, cette marquise l'aime bien. Bref, petite plongée dans le grand siècle, dans la santé du roi, dans la médecine de l'époque et retour sur la façon dont, aujourd'hui encore, l'Angleterre chante sans même le savoir les louanges du cul du roi. Pour commencer, disons un petit mot sur la santé de Louis XIV en général, et pour ça, je vais m'appuyer sur ce que j'ai noté dans mon cours en ligne sur le Roi Soleil, qui est toujours disponible au passage sur mon site. Dès le plus jeune âge, Louis XIV a toujours été d'une santé assez fragile. Il a d'ailleurs même failli y rester très jeune en échappant à la petite vérole. Et tout au long de son règne, il a eu recours à ses médecins, notamment sur la fin. Et croyez-moi, avoir recours à ses médecins à l'époque, c'est pas forcément agréable vu le niveau. Par exemple, un jour, le roi se fait retirer les dents de la mâchoire supérieure et son barbier lui arrache un bout de palais au passage, ce qui fait que lorsque le roi boit, le liquide lui sort par le nez. Il faudra cautériser tout ça avec 14 pointes de feu, ce qui me permet d'ajouter une autre information. Louis XIV s'est toujours montré impassible face à la douleur. Dois-je rappeler qu'il n'y a pas d'anesthésie à l'époque et peu importe l'opération, et il en a connu beaucoup, le roi ne bronche pas ou très peu. Allez, autre chose, je viens de dire que c'était son barbier qui venait de lui arracher les dents. Pourquoi un barbier? La raison est simple. Après que l'Église eut délaissé le domaine médical, eh bien, il a fallu se tourner vers la médecine civile, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et à l'époque où la chirurgie se développait, les barbiers étaient tout simplement les personnes avec le plus de matériel tranchant de bonne qualité. Alors, c'était des barbiers qui réalisaient les opérations, bien sûr, sous la direction d'un vrai médecin. Qui n'était pas forcément une bonne nouvelle à l'époque. Autre petite anecdote, Louis XIV mangeait beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. À l'époque, on pensait que c'était un signe de bonne santé physique, alors qu'en fait, c'était ni plus ni moins du gavage. Bref, le roi se gavait, j'ose même pas imaginer le total calorique à la fin de la journée, ce qui le conduisait 12 fois par jour aux toilettes. Oui, 12 fois, 12 allers-retours sur ce qu'on appelait la chaise percée. Venons-en à notre sujet. Début 1686, le roi qui a 48 ans commence à se plaindre de douleurs au niveau de son royal séant, au point qu'il ne peut même plus monter à cheval, ni même s'asseoir nulle part. En cause, une plume sortie d'un coussin de son carrosse, vous savez, le petit bout de la plume, qui lui a tout simplement piqué les fesses au mauvais endroit, puis la plaie s'est infectée. Alors tout d'abord, par pudeur, ces médecins parlent d'une tumeur à la cuisse, mais au bout d'un moment, il faut bien se rendre à l'évidence, le roi a un abcès au cul. Au départ, on lui colle des emplâtres à base de térébenthine et de grenades bouillies sur le postérieur, mais la douleur s'amplifie. Ses médecins lui proposent alors de faire des lavements, ce qui n'arrange rien encore une fois. Puis son médecin personnel, Fajon, lui suggère de boire de l'eau minérale. Non seulement le roi n'aime pas ça, mais en plus, ça change rien à sa fistule. Faut dire que Fajon, c'est pas forcément une lumière de la médecine, c'est lui qui est, entre autres, responsable de la mort de la reine Marie-Thérèse, l'ex-femme de Louis XIV. Alors, je vais vous expliquer. La reine souffrait d'une tumeur sous l'aisselle gauche. Et pour y remédier, on lui faisait faire des saignées, ce qui, évidemment, ne faisait qu'empirer la situation. Alors, le médecin Antoine d'Aquin, assisté par Fajon, a eu une idée lumineuse. Écoutez bien, pour guérir la tumeur à l'aisselle de la reine, on va lui pratiquer une saignée au pied. Oui, oui, une saignée au pied. Bien sûr, pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt? Résultat, on lui charcute le pied et la reine meurt peu après. Bravo les médecins. Bon, je sais que c'est facile de se moquer de la médecine de l'époque, mais c'est pas pour autant que je vais m'en empêcher. Je reviens au roi Soleil. Fajon lui conseille de boire de l'eau minérale, donc rien ne se passe. Oh, surprise. Alors il faut bien se rendre à l'évidence, il faut opérer. Louvois convainc alors le roi de faire appel à son barbier, Charles-François Félix. Mais ce dernier est inquiet, c'est quand même le roi et pas sa partie la plus noble. Il l'examine puis il déclare
« Sire, je m'inquiète un peu, car l'opération que je vais devoir faire est cruciale. » Ce à quoi Louis XIV répond « Entraînez-vous, Félix, toutes mes galères et toutes mes prisons vous sont ouvertes. » Alors Félix va pouvoir s'exercer tranquillement à la boucherie pendant plusieurs mois sur les prisonniers, sur les galériens, mais aussi sur tous les vieux clodos de l'hospice de la Charité à Versailles. C'est toujours pratique d'en avoir sous la main. Évidemment, ça fait beaucoup de morts, mais en novembre 1686, Félix est prêt, il va pouvoir opérer la fistule du roi. Le 18 novembre 1686, à 7 h du matin, au château de Fontainebleau, pour éviter que toute la cour soit au courant, l'opération commence. Elle durera 3 heures, 3 heures sans anesthésie, durant lesquelles, une fois de plus, Louis XIV tremble à peine sous la douleur. Félix a d'ailleurs conçu un bistouri spécial pour ça, regardez comme il est beau, un bistouri recourbé à la royale, avec lequel il pratique une incision, puis retire les callosités. Mon Dieu, soupire Louis XIV. Après l'opération, Félix place des pansements imbibés de vin de Bourgogne, pourquoi pas, et le roi est enfin guéri. J'en suis toujours pas arrivé à notre sujet principal, l'hymne britannique, et bien justement j'y arrive. Une fois le roi guéri, et même durant l'opération d'ailleurs, Madame de Maintenon, qui est la nouvelle compagne du roi, demande à Jean-Baptiste Lully de composer un hymne pour fêter ça, et c'est Madame de Brinon, mère supérieure de la maison royale de Saint-Louis, qui écrit les paroles, en gros, Dieu sauve le roi. Sauf que quelques années plus tard, en 1714, Handel, le compositeur allemand devenu sujet britannique, qui est aussi le compositeur officiel du roi d'Angleterre Georges Ier, eh bien Handel est en France et il entend l'hymne arrive à ses oreilles et il aime bien ça, alors il le note sur un bout de papier et il repart avec en Angleterre. Tout en gardant l'air, bien sûr, eh bien, il adapte les paroles à l'anglais et il le soumet au roi sous cette version God Save the King. Et là, c'est un immense succès. Georges Ier a adoré, mais évidemment, il ignore totalement l'origine de ce texte. L'hymne va avoir un tel succès qu'il va progressivement s'imposer comme l'hymne officiel de la monarchie britannique et de l'Angleterre. Bien sûr, quand c'est une reine, on l'adapte en God Save the Queen. Ainsi, et c'est le fin mot de cette histoire, c'est en tout cas tout ce que je retiens, l'hymne anglais a été à l'origine composé pour le cul du roi Soleil. Et ça, croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde. Quand on vous dit que l'Angleterre est une colonie française qui a mal tourné, ben voilà, il suffit tout simplement de voir d'où vient leur hymne et on a tout compris. Dernière petite anecdote amusante, après l'opération du roi, beaucoup de courtisans se sont présentés au médecin pour se plaindre d'une fistule anale. Certains n'avaient que des hémorroïdes, d'autres n'avaient rien du tout. Et lorsque le médecin leur disait qu'il n'y avait rien besoin de faire, qu'il n'avait pas besoin d'opération, eh bien on nous rapporte qu'ils étaient extrêmement déçus. En gros, ils voulaient tout simplement se faire opérer comme leur roi. Ah, la nature humaine. Je terminerai cet épisode par une citation de la marquise de Créqui dont je vous ai parlé plus haut et que je trouve formidable. « Que l'hymne anglais naquit d'un anus, voilà qui ne cesse de me faire rire, sans toutefois me surprendre. » Voilà qui résume tout.